D'abord, je voudrais juste souligner, remercier Mme Pelletier, Mme Lafrenière. En fait, l'équipe qui participe à des présentations publiques comme ça, c'est toujours un peu un défi, puis c'est pas des habitudes qu'on a prises, mais qui sont pour moi très utiles du point de vue de la transparence face à ce qu'on fait, parce qu'elles sont beaucoup plus compétentes que nous, les politiciens, pour aller dans le détail des exercices qu'on a fait. Donc, je tiens à les remercier parce que c'est toujours un petit défi de faire des présentations publiques comme ça. Les présentations, en fait, sont assez claires, assez limpides. Il y a des gains qui ont été faits, mais il reste beaucoup de travail à faire. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Là. Par exemple, le sondage, ça a été fait en novembre avant les changements de janvier. Donc, dans ce cas de ces indicateurs-là, on pense que ça s'est déjà amélioré. En même temps, il y a des chiffres qui sont assez raides, là, genre 34 % des gens qui disent que ça s'est considérablement dégradé. C'était pas ça l'objectif, c'était d'améliorer le système. Donc, on doit prendre ça, en fait, on le prend avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Les temps de déplacement aussi, on constate que il y a des endroits où c'est très positif. Par exemple, on sait que le corridor est de plus en plus stabilisé. Le corridor offre un service qui est pour beaucoup de gens meilleur qu'avant le Rapibus, mais il reste des endroits où la situation reste à s'améliorer de façon assez importante. Là où nous, on accueille ça avec de l'inquiétude, c'est au niveau des abonnements. On sait qu'on avait comme objectif que le réseau s'améliore de 1,5 %, l'achalandage s'améliore de 1,5 %. On pensait aussi que le Rapibus ajouterait à ça un 3 %. Et là, on est devant, en fait, une perte de 1,8 %. Il faut être prudent quand on analyse ça, parce qu'il y a un contexte. On sait que ces prévisions-là qu'on avait faites se sont faites à un moment où l'impact des compressions budgétaires fédérales n'était pas aussi grand. On a constaté aussi depuis un certain nombre d'années dans les enquêtes de déplacement qu'il y a moins de gens qui traversent la rivière. Donc, on a là aussi une baisse d'achalandage qui vient parce que l'offre commerciale est meilleure ici, les gens étudient ici, le Gatineau change. Mais il reste que globalement, c'est l'indicateur qui nous inquiète le plus, même si on peut en expliquer une partie, parce qu'avec l'investissement du Rapibus, on s'attendait à des gains. Puis là, on a, sans vouloir le mettre trop simplement, là, on voulait plus de monde dans l'autobus, puis là, il y en a moins. Fait que c'est le problème de fond devant lequel on se trouve. Ce que ça fait pour nous, c'est que ça confirme qu'on doit revoir nos façons de faire. Puis je le dis comme ça, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de le dire, là, mais pour qu'il y ait deux logiques qui se superposent pendant un certain nombre d'années. On l'a dit, il y a la logique de rabattement qui est la logique de l'avenir. Sous d'aucune façon, on remet en question l'investissement lui-même, le cœur du Rapibus, le corridor lui-même. Non seulement on pense que c'est une bonne idée pour l'avenir, mais on pense aussi qu'il faut le prolonger sur le Rhin. L'enjeu, le problème, c'est la desserte. Et comment l'autobus arrive dedans? Il arrive en combien de temps? Et ça prend combien de temps aux gens pour se rendre de leur point de départ à leur point d'arrivée? Mais l'infrastructure elle-même, elle est nécessaire, elle est tout à fait appropriée. La technologie de l'autobus, il n'y a rien de ça qui est mis en question. Il y a seulement une inquiétude importante face au fait qu'il y a moins de gens dans le premier quart de l'année qui choisissent le transport en commun. Puis ça, il faut absolument s'ajuster. Donc, ça confirme que les pistes qu'on doit explorer, c'est vraiment des pistes où on a un système un peu hybride, un peu différent de ce qu'on avait mis sur la table. Et là-dessus, on n'est pas prêt aujourd'hui à faire des annonces, mais disons que les données, on vous avait dit qu'on ferait le bilan en avril. On est en avril, on fait le bilan. Puis les données confirment qu'il faut qu'on revoie une partie de notre façon de penser. C'est ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, j'imagine qu'il y en aura. On va... Bien, on n'a pas voulu mettre on ne voulait pas se figer dans un échéancier, mais
le temps presse, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phénomènes avec l'achalandage. Il y a le fait que c'est pas bon pour l'environnement, que c'est pas le genre de communauté qu'on veut. On croit dans le transport en commun, on veut que les gens abandonnent le plus possible l'auto. Fait que ces grands enjeux-là, mais aussi un enjeu budgétaire. Chaque fois que l'achalandage baisse, les revenus baissent. Et ça, à ce stade-ci, je ne veux pas dramatiser. À ce stade-ci, c'est inquiétant. Mais on est capable de faire face à ça. On a ce qu'il faut. Il y a des sociétés de transport, notamment de l'autre côté de la rivière, qui vivent une situation plus difficile, en fait, en termes de recul. Mais il reste que ça ne peut pas durer très, très longtemps. Mais je ne veux pas trop m'avancer sur une date, là. Tout le monde ici est préoccupé par ça. Tout le monde veut que ça marche. Puis on voit bien qu'on est loin de nos objectifs. Donc, on est déjà en mode solution, là. Non, moi, je ne suis pas... C'est-à-dire que je reviens sur le corridor et sur le choix technologique. On est à l'étape de l'autobus. On n'a pas la densité pour avoir un train léger. Je ne veux pas recommencer ces débats-là. C'est la bonne technologie, c'est le bon outil, il est au bon endroit. C'est la desserte où, là, on a un problème. On a un problème qui a déjà commencé à être corrigé. On améliore beaucoup de nos circuits. On a amélioré la situation pour beaucoup de citoyens. Moi, je suis convaincu que le prochain sondage va être plus positif. Mais il reste qu'il y a une révision importante à faire. On le voit à l'Est. À l'Est, on a fait des choix qui relèvent de ces deux logiques-là et qui satisfont un grand nombre de personnes. Il faut qu'on voit jusqu'où on peut aller dans le reste du réseau. Ça fait que moi, je ne pense pas que c'est un constat d'échec, mais c'est un constat qu'à court terme, on a un problème. Non. Non, j'ai bien dit le 3 associé au Rapibus. Le 15 vient du fait qu'on a regardé un peu partout dans le monde des modèles où il y a eu des types de systèmes de transport en commun comme celui-là qui ont été mis en place et ça a donné des augmentations qui pouvaient aller jusqu'à 15 là, qui étaient très, très intéressantes. Puis nous autres, on pense qu'à terme, on va arriver à quelque chose comme ça. Quand je disais que le Gatineau change, par exemple, dans les dernières années, la congestion a baissé un peu. Bien ça fait que l'autobus est moins concurrentiel. Il y a des phénomènes comme ça qui fait que le 15 on n'est pas là. Mais nous, l'objectif qu'on s'était donné, c'est 3 associé au Rapibus. C'est pour ça que tantôt, je vous disais 1,5 de gain du réseau en général, 3 Rapibus, ça donne 4,5 qu'on espérait comme augmentation, mais on est à moins 1,8. Si vous permettez une petite correction. Le 15 n'est pas faux. Vous avez raison pour le 15 mais en fait, c'est 15 pour la section qui est visée par le corridor du Rapibus. Donc, si on applique sur l'ensemble de notre achalandage, c'est une moyenne de 3 C'est pour ça que vous demandez de préciser le 15 C'est ça. Bien, ça, en fait, nous, ce qui arrive, c'est que l'achalandage, on le mesure de façon globale. Pour l'instant, on n'est pas en mesure de le mesurer de façon spécifique par rapport au corridor du Rapibus. Donc, c'est un exercice qui se poursuit actuellement pour qu'on arrive à des résultats plus pointus de ce côté-là. Oh. Oui, bien, c'est une variation de façon quotidienne, puis le mode de transport est différent de ce qu'on connaissait avant. Donc, c'est sûr qu'on a des mesures, mais on a à raffiner ces mesures-là pour en donner avoir une meilleure fiabilité. Vous avez déjà posé des gestes pour améliorer la desserte, pour améliorer, en tout cas dans certains secteurs. Quels sont les prochains gestes que vous allez poser qui pourraient peut-être faire basculer ou en tout cas augmenter votre moyenne au bas? Moi, je vous donnerais une analogie. Là. Quand vous étiez enfant, vous avez toutes fait des châteaux de cartes. Quand vous prenez une carte du château de cartes, là, si vous ne l'enlevez pas délicatement, vous ne choisissez pas la bonne, vous savez ce qui va arriver. Hein? C'est d'une grande complexité ce qu'on est en train d'essayer de régler. Là. Et tout le monde est de bonne foi, on y travaille très, très fort. Les modifications qu'on a faites en janvier ont porté des fruits, donc ça, c'est encourageant. Est-ce qu'on a la bonne formule pour toutes les lignes? Moi, je vous dirais que non. Il y a des lignes pour lesquelles la mode de rabattement, intuitivement pour l'instant pour moi, ce n'est pas la solution. Donc, on travaille avec la direction générale présentement là, de façon créative et on se sort du mode rabattement à 100 de la desserte. Et là, on cherche de façon pointue des solutions qui vont nous amener ailleurs. Où ailleurs exactement, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui.
Sauf qu'on a déjà commencé le travail et il y a des lignes qui sont examinées de façon très, très stratégique et avec une perspective différente. Et j'ai le goût de vous dire, celle de Templeton est dans la mire, là. Et on va pouvoir vous faire les annonces plus tard quand nos devoirs seront finis. Mais les devoirs sont déjà commencés. Bien, en fait, face au contexte dans lequel on vit, là, notamment les compressions fédérales, je sais que c'est une comparaison qui est toujours un peu boiteuse, mais dans ce cas-là, je pense que ça s'applique. Ottawa vit la même chose que nous. Ça fait que dans le contexte qu'on vit là, au niveau de l'emploi, nos prévisions, c'est un peu clair qu'elles étaient trop élevées. Mais il reste qu'un investissement de cette ampleur-là doit donner des meilleurs résultats. Ça fait que je ne pense pas que c'est juste une question d'attente qu'on a situé à un trop haut niveau. C'est qu'on a fait un investissement massif qui, moi, je reste convaincu, vendu à l'idée, va transformer Gatineau à terme. On va densifier le long du Rapibus. On va avoir une croissance qui va être plus intelligente du point de vue de l'environnement, plus fiscalement intelligente, meilleure pour la qualité de vie des communautés. Ça, là, puis un jour, ça sera un très léger. Donc, ce corridor-là, pour moi, c'était le bon choix et c'est encore le bon choix. Là où on avait des objectifs ambitieux, et qu'on doit garder, parce que le transport en commun, c'est la voie de l'avenir, ce n'est pas le passé, là, on ne reculera pas, il faut que ça marche. Le contexte ne nous aide pas. Mais ça serait trop facile pour moi d'arrêter au contexte, là. Il y a vraiment des choix qu'on a faits qu'on doit remettre en question sans que le château de cartes s'écroule, comme disait M. Carpentier. Oui, on en a. Là où on est prudent, c'est que l'équipe est déjà en train de travailler là-dessus. C'est des pistes en fonction de différents circuits. Il y a des endroits où c'est plus important que d'autres. La solution n'est pas la même partout. Il y a des choses qu'on a mises en place maintenant, notamment sur le corridor lui-même, qui donnent déjà des résultats. On a un petit peu moins de temps de correspondance. Il y a moins d'attente. Il y a des arrimages qui se font mieux. Et on le sent et on le voit même à l'évolution du nombre de plaintes et tout ça. Donc, ce n'est pas une solution, là, c'est un cocktail. Là. Il y a une présentation qui était faite tantôt là, par Mme Pelletier qui est très importante. Auparavant, là, on n'avait pas les données empiriques qu'on avait. Là, maintenant, on a sophistiqué nos outils d'informatique et on a suivi carrément des usagers. Vous avez compris tantôt que Templeton, là, on a 750 déplacements, 250 usagers. Ça, c'est très significatif dans le diagnostic qu'on peut faire maintenant des temps de déplacement de façon empirique. Ça, c'est pas fabulé, là, et c'est pas intuitif, c'est réel. Donc là, nous, on sert de cette information-là avec la direction et on peut cibler maintenant des lignes de façon très pointue, là. C'est quasiment du travail au scalpel qu'on est en train de faire, là. On a tranquillement amélioré les lignes, ligne après ligne après ligne, et ça porte fruit, on le voit, là. Là, on est en train de travailler de façon pointue. Est-ce qu'on a regagné les usagers? Pas encore. On le sait, les chiffres le déterminent. Est-ce qu'on va y arriver? Moi, j'ai espoir que oui. Et ça avance à petits pas, mais on s'en va dans la bonne direction. Deux dernières questions, M. Jodin, M. Carpentier, des agendas serrés, rapidement. Rapidement, M. Robin, en anglais, pour nos collègues de la CPC, what's your assessment of the Rapibus after 6 months? We're worried about the number of people using the public transport system. It's still a good decision. We made the right choice as far as the technology is concerned. Where we have a problem is that the number of people in the buses is reducing. It's just a loss of 1.8% over 3 months. It is important, but it's not dramatic yet. But we are worried. But again, it's the best system we can have for the kind of city we have. So we just have to make it work better. Pour l'infrastructure elle-même, ça ne coûtera pas plus cher. Là où la question se pose, c'est l'offre de service qui dépasse un peu le Rapibus. Là, on ne peut pas l'associer directement au Rapibus, mais quand on a ajouté 1,4 million cette année, qui est un investissement important, bien, on ajoute à l'offre de service. Mais c'est la facture de la desserte qui peut changer, mais pas la facture de l'infrastructure elle-même.
Oui, puis tout à fait, ça s'en vient. C'est maintenant, là. Ce matin, on avait une rencontre de travail, puis ce qu'on se dit, c'est que ça a un impact sur le budget dès cette année, cette baisse-là. Là. Et si ça continue, c'est ça ce qui nous inquiète, parce que c'est un cercle vicieux. S'il y a moins de monde, il y a moins d'argent. S'il y a moins d'argent, il y a moins de services. Donc, on a... c'est là où ça rejoint d'autres choses qu'on a annoncées. On sait qu'on fait un diagnostic organisationnel, on fait une révision de nos façons de travailler. On veut que la STO soit de plus en plus performante, un peu le même exercice qu'on fait à la Ville. Et si on dégage des marges de manœuvre là, c'est clair que ça va être bien intéressant de les mettre dans l'offre de service pour limiter ce cercle vicieux-là qui pourrait se mettre en branle. Encore une fois, je répète, 1,8 % ça donne un impact budgétaire qui est tout à fait gérable cette année, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. L'impact, c'est à 500 000 cette année à peu près. 500 000 cette année, si on le met sur un an, ce recul-là. 500 000 cette année, dans un budget de plus de 100 millions, c'est tout à fait gérable. On a des variations qui nous viennent de toutes sortes de causes qu'on est capable de gérer. Mais il reste qu'il ne faut pas que ça soit trop grand, puis il ne faut pas que ça soit sur trop d'années, parce que là, on va avoir des choix plus difficiles à faire. Les usagers qui sont insatisfaits et qui apprennent les résultats, ça vient confirmer ce qu'ils constatent de jour en jour, ne sont peut-être pas encore partis de la baisse d'achalandage ou d'abonnement, mais qui y pensent sérieusement. Là, après 6 mois, qu'est-ce que vous leur dites? Bien, on dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut faire dans le temps. On a un certain nombre de nouveaux autobus qui vont arriver, qui vont nous permettre d'améliorer la desserte. On a des investissements dans l'amélioration du service qu'on va faire aussi l'année prochaine. Pour moi, le prolongement de Lorrain, c'est aussi une façon d'améliorer pour des gens parce qu'ils vont rentrer plus vite dans le réseau. Donc, il y a de l'espoir, il y a du travail. Et si vous faites référence vraiment aux insatisfaits, il faut tenir compte du fait que c'était sondé par rapport à l'expérience de novembre. Donc, les 3 premiers mois de l'année, on a fait énormément d'ajustements qui feraient que, pour moi, les résultats ne seraient pas tout à fait les mêmes là, si on faisait le sondage aujourd'hui. Mais la baisse d'achalandage, supposons que c'est relié à une insatisfaction. Oui. Donc, ce qu'on leur dit, c'est d'attendre, d'être patient. Laissez-moi vous donner un exemple, M. Massy. Moi, je vais vous donner un exemple. Je vous parlais de la complexité tantôt. Là. Moi, je suis représentant du district Carrefour-L'Hôpital. On parle ici de la ligne 65. OK? Au départ, là, quand on a mis en œuvre la ligne 65, on l'a mis du district vers la station de la Gap en pensant que c'était la meilleure solution. Et de l'autre côté de la rue, là, tu traverses la rue, tu as 20 mètres à faire. On avait parti un autobus à des fréquences plus élevées, aux 30 minutes, qui amenait les gens à la cité. Après un certain temps, on s'est rendu compte qu'il fallait déplacer les usagers de l'autre côté de la rue, les mettre dans l'autobus qui les amène plus rapidement à de la cité en l'espace de quelques minutes. On a fait un ajustement qui est sans frais supplémentaires à la STO. C'est ce genre d'ajustement-là, pointu, qu'on est en train de faire, qui va nous permettre, on l'espère, puis on y croit, à regagner et refidéliser les usagers. C'est là qu'on est rendu. Vous leur dites d'attendre ici un peu. On leur dit de continuer à expérimenter l'autobus parce que des solutions qui ne sont peut-être pas bien connues des usagers sont déjà en place. Et des solutions plus complexes sont en exploitation puis vont être développées et élaborées. C'est pas comme si on est en mode de ne rien faire. Là. On règle des enjeux petit à petit. Donc, on demande aux gens de continuer à utiliser le service en commun. Il y en a certains pour lesquels c'est plus difficile. Par contre, pour eux autres, oui, effectivement, on a besoin d'un peu plus de temps.